va passer maintenant à Émilie de Turckheim. Émilie de Turckheim, qui est une écrivain, une modèle pour peintre aussi, très beau, qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Le prince à la petite tasse. Alors, un jour, Émilie passe boulevard de la Chapelle et elle se rend compte, comme nous tous, il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de chez soi. Et quand elle rentre chez elle, elle dit j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui dormaient dehors comme ça. Elle parle à son mari, elle parle à ses 2 enfants, et elle leur dit on pourrait avoir quelqu'un, un étranger chez nous pendant 1 an, on pourrait peut-être faire l'expérience, peut-être. Et ce peut-être s'est transformé en réalité. Et elle va nous raconter cette expérience assez fabuleuse qu'elle a vécue et qu'elle a écrite. Bonjour. Alors oui, comme Muriel l'a dit, il y a 1 an, pendant à peu près 9 mois, pendant exactement 284 jours, un jeune réfugié afghan prénommé Reza est venu habiter avec mes 2 enfants, leur père et moi. Et donc, nous avons partagé l'espace physique, c'est-à-dire 72 mètres carrés, l'espace symbolique, qui est tout aussi réel, et l'espace intime de notre appartement parisien. Et le corps de Reza, ce corps qui a fui la guerre à l'âge de 12 ans, qui a été blessé par 1000 épreuves au cours de sa très très longue fuite, et qui a été privé de tous les autres corps qui un jour ont formé sa propre famille, eh bien ce corps, petit à petit, s'est mêlé à notre intimité familiale. Et c'est de cet extraordinaire corps à corps dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, quel genre de signes émettent des personnes qui vivent sous un même toit, qui forment un foyer? Eh bien, ce sont d'abord des bruits. En fait, l'intimité, ça fait du bruit, et une famille, ça résonne de toute une espèce de concert de timbres de voix, de frottements de semelles, d'eau qu'on fait couler, de nez qu'on mouche, des couteaux de cuisine qui tranchent des légumes, du jet d'urine qui ruisselle sur la porcelaine des toilettes. Et en général, nous ne prêtons aucune attention à ce concert. Et toute une partie de notre liberté se loge exactement dans cette inattention, dans cette si confiante inattention. Mais Reza, lui, quand il est arrivé à la maison, au contraire, il veillait à ne faire aucun bruit. Et moi, je pouvais entendre, à travers la cloison qui séparait ma chambre de la sienne, tous les efforts qu'il déployait pour être absolument silencieux. Donc je l'entendais tirer ses tiroirs avec une lenteur mais délirante, déplier des sacs plastiques au ralenti, s'immobiliser sur son lit dès que le sommier se mettait à craquer. Et ce qui était le plus fascinant, en fait, dans tout ce silence, c'était, et tellement beau aussi, c'était sa façon de se déplacer dans l'appartement. En fait, on aurait dit un danseur aux aguets qui maîtrise tous les muscles de son corps et qui traverse les pièces comme une ombre qui glisse sur le sol. Et il arrivait à ne pas faire craquer le parquet, ce qui, d'après mon expérience, est impossible. C'est comme s'il avait, c'est comme s'il avait, en arrivant, enregistré toutes les petites zones silencieuses du parquet. Ce qui est quand même, soit dit en passant, le rêve suprême de tout parent, on parlait de parents tout à l'heure, qui a enfin déposé son bébé endormi dans son lit à barreaux, qui essaye de s'exfiltrer de la chambre en priant pour que le parquet ne grince pas. Et vous savez que ces prières-là ne sont jamais entendues et que le parquet grince et que le parent reste seul avec la cruauté éternelle du parquet. Bon, c'était une parenthèse. Reza, lui, il arrivait à ne pas faire craquer le parquet. Et évidemment, il y avait quelque chose à deviner. Il y avait un secret derrière ce silence, qui, comme beaucoup de secrets, était dur et était triste. En fait, cette discrétion complètement inouïe, cette furtivité tellement gracieuse, c'était
en fait la discipline d'un corps qui a appris à se cacher depuis des années, qui a littéralement appris à faire disparaître son corps, à passer des frontières sans se faire voir, pour passer à un moment donné de Turquie en Grèce, en Albanie, au Monténégro, en Croatie, etc., jusqu'en Norvège, où sa demande d'asile a été refusée. Et alors il a fallu fuir à nouveau, rebrousser chemin, repasser toutes les frontières, jusqu'en Italie et en France. Bref, il a vraiment dû apprendre à faire de son corps une présence indécelable, une sorte de présence absente. Or, c'est exactement le mouvement inverse que nous, humains, réalisons sans cesse. C'est-à-dire que par 1000 gestes, par 1000 bruits, par 1000 signes, nous proclamons notre présence auprès des gens qui nous entourent. En fait, nous recherchons des témoins. Nous avons le désir d'être vus, d'être entendus. Donc, finalement, accueillir Reza, au départ, ça a d'abord été l'inviter à faire du bruit dans cet orchestre de l'intimité. Le jour où Reza est arrivé à la maison, le tout premier jour, j'étais en train de lire, adossé au mur, juste derrière lequel il prenait sa première douche. Et je me rappelle, j'ai levé les yeux de ma page, j'étais en train de lire, je l'ai apporté, mais je l'ai laissé là-bas, le grand poète russe Ossip Mandelstam. Et j'ai pris conscience que tout près de ma tête se tenait un homme nu, un étranger, dont je ne savais rien, à part qu'il avait fui l'Afghanistan et qu'il avait 21 ans. Et j'entendais l'eau couler. Et c'était tellement proche que je me suis imaginée soudain à sa place. Et c'était une chose tellement folle, en fait, de m'imaginer entièrement nue chez une étrangère dont je ne sais rien, dont je ne connais pas la famille, dont je ne connais même pas la langue, dont je ne connais pas les lois qui sont en cours dans cette société, dans cette famille, et de m'apprêter pourtant à vivre 1 an avec ces gens-là. Et là, je ne sais pas ce qui a pu traverser comme idée, comme pensée l'esprit de Reza, mais moi, ça m'a fait, cette espèce de première douche, ça m'a donné un sentiment de renversement radical, comme une sorte de désobéissance à un ordre ancestral qui est l'ordre du foyer, l'ordre de la maison, où on laisse entrer uniquement les amis et la famille. Et pour les laisser entrer, on ouvre la porte et derrière eux, on referme la porte à clé. Parce que nous fermons nos portes d'entrée à clé. Et ce geste qui nous est très naturel de fermer les portes à clé, c'est une façon, à chaque fois qu'on fait ce geste, de réaffirmer notre peur immémoriale de l'étranger, qui est ce possible agresseur, ce possible voleur, cette possible bête sauvage dont il faut se protéger. Et en août dernier, j'ai publié le journal que j'ai tenu pendant cette année de vie commune avec Reza. Et la toute première question que m'a posée la première journaliste que j'ai rencontrée, elle m'a dit, bon, franchement, madame, franchement, répondez-moi franchement, faire entrer comme ça un inconnu chez vous, vous n'avez pas eu peur quand même un peu pour vos enfants? Alors, merci du fond du cœur, madame, de vous faire du souci pour mes enfants. Moi-même, je m'en fais beaucoup. Et alors non, je n'ai pas eu peur pour eux. Et vraiment, la seule peur qu'ils se soient invités à la maison, c'était évidemment la peur que Reza portait en lui. C'était le souvenir de la guerre. Enfin, non, je dis le souvenir de la guerre, mais ce n'était pas un souvenir, en fait. C'est la guerre vivante. C'est-à-dire que Reza, il gardait dans son corps, que je sentais absolument inquiet, perpétuellement sur le qui-vive, la présence ardente et claire de la guerre, de la fuite, des arrestations, des coups reçus, de la peur despotique de se retrouver en danger de mort. Pardon, j'ai pas de notes, donc c'est très bien parce que du coup j'ai pas de notes, mais le problème c'est que je n'ai pas de notes. Et donc cette peur, pardon, qu'est-ce que je vous disais, cette peur despotique? J'adore ces moments de flottement. Oui, ça va revenir. Si vous êtes très nombreux, je dois être impressionnée. Oui, c'est gentil, vous écoutez très bien. Donc, oui, ce danger. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Reza, il a dû confronter son intimité hantée par la guerre à notre intimité familiale, qui était unie et pacifique.
Et c'est une chose très compliquée à faire parce que la peur au ventre, en fait, on ne baisse pas la garde comme ça. Alors je pourrais dresser une espèce de liste à la Pérec de toutes les choses qui ont fabriqué notre quotidien. Et chose, c'est vraiment le bon mot parce qu'il s'agit d'objets en fait. Les liens se nouent invisiblement par l'intermédiaire des objets qu'on touche en commun. Par exemple, les serviettes de bain, le savon qui est posé au bord du lavabo, les manches des couverts qu'on touche, le pot de sucre dans lequel tout le monde plonge les mains, la lunette des toilettes, les fauteuils, les chaises. Alors vraiment, les objets, je vous l'annonce, je vous l'apprends, sont des choses faussement mortes qui en fait permettent aux vivants de se toucher les uns les autres. Et dans cette liste, il y aurait évidemment la somme de nos discussions, qui au début étaient tout à fait balbutiantes, heurtées, assez anodines, et puis de plus en plus précises et profondes à mesure que de nouveaux mots entraient dans le vocabulaire de Reza. Alors nous parlions de quoi ? Au début, nous parlions de recettes de cuisine. Nous parlions beaucoup de recettes de cuisine. Et puis de destinations possibles de vacances. Et puis avec le temps, on parlait de notre enfance en France et en Afghanistan. Puis on parlait des migrants qui traversent la Méditerranée, des migrants qui se noient. Et on connaissait le décompte des morts. L'Organisation internationale pour les migrations a comptabilisé 17 000 morts en 4 ans, entre 2014 et 2018. Donc voilà, 17 000. Je ne sais pas combien on est dans cette salle, peut-être 500 personnes. Donc il faut imaginer 17 fois, 34 fois cette salle, cette assemblée noyée dans la Méditerranée. Donc on parlait de ça. Et on parlait aussi beaucoup de poésie. Reza me voyait écrire de la poésie et il me demandait qu'est-ce que c'est que la poésie, à quoi ça sert la poésie, qui peut être poète. Et puis, il me parlait du musée Cernouchi d'art asiatique à Paris, où il adorait aller après son travail. Il avait un travail, il faisait le ménage dans une crèche municipale. Et il me parlait surtout du Bouddha de Meguro, un grand Bouddha en bronze du XIIIe siècle. Et évidemment que ce Bouddha, pour lui, il avait une existence et un rayonnement très particulier, parce qu'il a passé toute son enfance dans la région de Logar, à moins de 200 km des grands Bouddhas de Bamiyan, qui, comme vous savez, ont été entièrement détruits il y a 17 ans par les talibans. Et alors dans cette liste encore, il faudrait consigner les matières transparentes, dont je ne connais pas le nom, mais qui permettent la circulation de corps à corps, de nos états d'âme, de nos dispositions secrètes, de nos émotions, donc la joie, l'agacement parfois, l'humour, l'impatience, la tendresse, enfin tout ce qu'on finit par ressentir quand on vit ensemble. Et alors à ce moment-là, dans la liste, il ne faudrait absolument pas faire l'impasse sur le sentiment très 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 puissant de frustration face à nos difficultés de communication orale. Quand Reza est arrivé à la maison, il ne parlait que quelques mots de français qui étaient assez incompréhensibles et il parsemait toutes ces phrases de mots en dari, qui est sa langue natale. C'est la forme de persan qu'on parle en Afghanistan. Et parfois, c'était tellement beau, il prononçait une phrase entière en dari, très lentement, en isolant les syllabes, comme si par cette espèce de décomposition minutieuse, nous allions miraculeusement accéder au sens de ces paroles. Et moi, je voyais son découragement et même sa colère à buter comme ça sur la langue, à ne pas pouvoir exprimer les choses les plus simples. Et alors, je pensais aux mots d'Hannah Arendt qui décrit cette forme très singulière d'exil que ressentent ceux qui sont privés de leur langue. Elle écrit « Nous autres réfugiés, nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments. » Plus la parole s'est enrichie, plus on s'est rapproché avec Reza. Et quand il m'a annoncé un jour qu'à l'âge de 14 ans, il avait perdu toute trace de sa mère et de ses 4 frères et sœurs, j'ai ressenti une très grande tristesse, qui était une tristesse enfantine et une tristesse maternelle aussi. Mais ma tristesse, ça n'était pas une partie, même petite, de la tristesse de Reza. Et quand mon fils aîné a demandé à Reza s'il n'avait pas eu peur quand il a traversé toute l'Europe caché sous un camion, et que Reza lui a répondu « beaucoup peur »,
eh ben, peut-être que mon fils a eu une petite idée de ce qu'avait ressenti Reza, mais là, encore une fois, la peur de mon fils n'était pas la peur de Reza. Et elle était même à l'abri de cette peur. Parce que celui qui est devenu notre grand frère et notre grand-fils, Reza, il nous a appris à nous plonger dans cet état très paradoxal de l'intimité, qui est à la fois l'expérience du plus étroit rapprochement entre les êtres et exactement au même moment l'expérience des limites absolues de ce rapprochement. C'est entre corps que nous nous comprenons. C'est grâce à notre corps que nous pouvons percevoir ce qui se joue dans le corps d'autrui. Mais notre corps demeure vraiment le lieu de notre solitude. C'est vraiment la carapace très très précieuse sans laquelle on recevrait de plein fouet des blessures qui ne sont pas les nôtres et que nous ne pouvons ni tout à fait comprendre ni tout à fait supporter, endurer. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire justement quels étaient ces mots que je lisais pendant que Reza prenait sa première douche. Du grand poète, donc Ossip Mandelstam, c'est extrait du Bruit du temps, son recueil autobiographique. Alors, pourquoi ces mots? Parce que justement, ce sont des mots qui disent très bien ce que c'est que la langue impuissante, ce que c'est que de buter sur la langue. Ça dit aussi ce qu'est la volonté de poésie dans son bégaiement, dans son espoir qui est toujours, toujours déçu de réussir à dire. Alors juste avant ces lignes-là, Mandelstam s'agace un peu contre les grands auteurs russes qui sont passionnés d'archives familiales, comme Tolstoï, et de toute cette épopée de souvenirs domestiques. Et alors il dit cela. Que voulait dire ma famille? Je ne sais. Elle était bègue de naissance et cependant, elle avait quelque chose à dire. Sur moi et sur une partie de mes contemporains pèse le bégaiement de la naissance. Nous avons appris non à parler, mais à balbutier. Et ce n'est qu'en prêtant l'oreille au bruit croissant du siècle et une fois blanchi par l'écume de sa crête que nous avons acquis une langue. Merci.